Bonjour et bienvenue à cette édition du Bulletin des régions, une émission produite grâce à la collaboration des télévisions communautaires autonomes associées à Cogeco. Bonne émission. Alors, qu'est-ce que ça évoque pour vous, le 5-10-15? C'est un espace absolument magnifique. C'était des belles professions dans ce temps-là? J'ai fait 40 ans, madame. Donc, je vois l'homme comme un arbre parce que l'homme prend racine comme l'arbre. Avez-vous l'impression qu'il y a une relève pour ça? Est-ce qu'il y a des gens qui vont pour pas que ça se perde? C'est cette année que ça vaut vraiment la peine de venir au marché public. Ça représente une belle tradition, en fait, qui est un peu un porte-bonheur pour les pêcheurs. Au sommaire, pour vous cette semaine. À Sainte-Anne-des-Monts, visite du chantier du musée Exploramer. À Grande-Rivière, l'École des pêches et de l'aquaculture du Québec enseigne l'aquaponie aux écoliers de l'École Bon Pasteur. À Baie-Saint-Paul, le festif présente la programmation de sa 16e édition. À Saint-Gabriel de Brandon, le club de patinage artistique souligne son 40e anniversaire avec un grand gala. Et pour commencer cette émission, on va parler d'élections fédérales avec un regard sur les circonscriptions de Laurentides-Labelle et de Rimouski-la-Matapédia. Je m'entretiens maintenant avec Daniel Drolette de la télévision communautaire des Laurentides au sujet de la circonscription de Laurentides-Labelle. Daniel, bonjour. Bonjour. Daniel, pourriez-vous tout d'abord nous présenter la circonscription de Laurentides-Labelle? Bien, c'est une assez grande circonscription qui a été légèrement redécoupée aux dernières élections, mais pas beaucoup. Okay. Donc, qui s'étend du sud un peu de Valmorin, Val-David, Sainte-Agathe, presque jusqu'à l'Abitibi. Les grandes villes, si on peut appeler ça des grandes villes, sont Mont-Laurier, Mont-Tremblant, Sainte-Agathe, Saint-Donat. Ça permet de regrouper une population de combien de personnes, combien de votants chez vous? Bien, à peu près 92 000 en termes de population. Oui. C'est une circonscription qui a élu un député du Bloc la dernière fois, mais c'est pas un comté qui est comme fidèle. On a changé de cap à quelques reprises au cours des dernières années. Okay. Donc, vous avez été NPD pendant la vague NPD? C'est la vague orange de 2011, NPD. Ouais. Puis, en 2015, l'élection du gouvernement de Justin Trudeau, le vote s'est divisé en trois à peu près, et c'est le libéral qui a eu quelques votes de plus, mais le Bloc, le NPD et les libéraux s'étaient divisés ça à peu près également, et donc c'était un comté libéral pendant 4 ans. Et en 2019, c'est le Bloc qui a pris ce comté-là, et donc c'est la députée Marie-Hélène Gaudreault qui cherche un 3e mandat. Dites-moi, à ce moment-ci, ce que l'on comprend, c'est que le vote est partagé. C'est pas joué encore dans votre circonscription, le résultat de l'élection. Je vous dirais que je pense que si on avait à gager, on pourrait pas dire que le Bloc serait en avance, là, mais on ne sait pas. Ça dépend si le NPD conserve ou perd des votes, si les conservateurs en prennent. On ne sait pas, on pourrait s'attendre à ce que le Bloc gagne, mais ça dépend des tendances. C'est un comté qui peut vibrer au son des tendances nationales. Quel genre de campagne s'est déroulée dans votre circonscription? Est-ce que les candidats ont été annoncés tôt? Est-ce qu'il y a eu campagne? Est-ce que vous avez pu faire des débats? Parlez-moi de ça un peu. Bien, c'est une campagne. Premièrement, c'est une circonscription qui est très grande, donc c'est difficile de faire campagne. OK. C'est juste le fait de se promener, c'est très exigeant. Donc, la députée sortante, ça tout de suite, tout le monde savait qu'elle était là. Les libéraux, il n'y a pas eu de mise en candidature. C'est un candidat qui a été nommé, un jeune homme de 26 ans. Un poteau, comme on dit là, parfois. C'est un poteau libéral. Non, je ne vous dirais pas que c'est un poteau. Mais c'est quelqu'un qui est quand même impliqué au niveau régional. Okay. C'est quelqu'un qui s'intéresse à la chose. Il ne sort pas de nulle part, mais il n'y a pas eu de campagne, il n'y a pas eu de lutte pour avoir cette nomination-là. Okay. Tout comme, par exemple, pour le Vert et pour le NPD, Parti populaire et conservateur, ce sont tous des candidats plutôt nommés à la dernière minute. Vous les avez rencontrés au cours des derniers jours? Je les ai rencontrés tous, sauf le candidat du Parti conservateur qui ne s'est pas présenté au débat et qui n'a pas répondu à notre appel. Dites-moi, quels sont les
D'abord, c'est particulier pour les conservateurs, parce que dans d'autres circonscriptions, les conservateurs participent quand même à la discussion. Là, c'est pas du tout. Si ma mémoire est bonne, on n'avait pas pu les rencontrer la dernière fois non plus. Donc, c'est pas pour vous, les conservateurs, dans votre circonscription, en tout cas pas pour les médias. Mais dites-moi, qu'est-ce qui ressort des entrevues que vous avez eues avec les candidats? Bien, chaque candidat, évidemment, présente un peu les choses. Je leur ai demandé qu'est-ce qui les avait motivés. Okay. Et chaque candidate a ses raisons. Si vous voulez, on peut écouter le candidat du NPD, M. Michel Noël de Tillier. Je lui ai demandé qu'est-ce qui le motivait. Alors, voici ce qu'il a répondu. J'ai toujours été vraiment intentionné envers les gens. J'ai toujours travaillé beaucoup auprès des populations, soit en Haïti ou dans les Laurentides. Et là, maintenant, à la retraite, je pourrais aider les gens à les représenter pour sauvegarder notre système de santé. On sait présentement, à cause que la droite prend de plus en plus de pouvoir en Amérique, et le discours est de privatiser de plus en plus notre système de santé comme notre système d'éducation. Donc, à ce moment-là, si on ne veut pas américaniser notre système canadien, il faut défendre, et le parti NPD, le nouveau Parti démocratique, est le parti idéal pour protéger ces valeurs canadiennes. J'étais pour vous demander pourquoi vous étiez engagé auprès du NPD. Oui, c'est ça. C'est parce que c'est le parti qui pouvait défendre nos valeurs au niveau du système de santé. Il ne faut pas oublier que le système de santé canadien a été poussé par le NPD en 1961 par Tommy Douglas, notre fondateur du parti. Daniel, si on comprend bien, le candidat est un peu comme son chef. Il n'hésite pas à parler de thèmes qui sont de juridiction provinciale. Peut-être, mais quand même, c'est quelque chose qui lui tient à cœur. Et quand il y a quelque chose qui motive quelqu'un, je pense que c'est quand même une bonne chose qu'on soit motivé par quelque chose pour se lancer en politique qui n'est pas quelque chose de facile. Et parlant de motivation, qu'est-ce qui motive la députée sortante à se représenter à nouveau? La députée sortante, on voit qu'elle est à l'aise. Ça fait quelques années qu'elle est au Parlement. C'est quelqu'un qui a la parole facile et elle est là pour rappeler aux gens que la raison d'être du Bloc, qui est de défendre le Québec. On peut écouter ce qu'elle a à dire à ce sujet. On va conjuguer avec un nouveau premier ministre. Mais ceci étant dit, qu'en est-il si nous ne sommes pas protégés? Si on n'a pas une garantie qu'il y a des élus qui se préoccupent de ce que nous sommes, notre richesse, notre langue, notre culture, notre industrie. J'ai eu les deux pieds dedans depuis 25 ans. Et je le sais à quel point on peut marchander et on peut être une monnaie d'échange. Dans l'industrie forestière, j'étais la première dans l'industrie qui était centenaire à avoir perdu mon emploi parce que dans les années 2005, on était rendu à la 3e crise forestière. Alors, l'inéquité de nos argents qui sont envoyés via nos impôts à Ottawa versus qui redescendent particulièrement dans les provinces qui, eux, sont prestataires de différents services, que ce soit le logement social, que ce soit la santé, l'éducation. On pourrait en faire une grande liste. Elle est où, cet argent-là? Bien, elle va aider d'autres industries, dont, je dois vous le dire, à coups de milliards, où les pétrolières de l'Ouest ont fait 38 milliards de gains en 3 ans, mais on continue à les subventionner. C'est une bonne porte-parole là, de la ligne du Bloc québécois, la ligne qui est défendue quand même au niveau national. C'est ça. Elle est très à l'aise avec ça. Oui, et on voit qu'elle ne se gêne pas pour parler. Elle a la parole facile à ça, pour tout. Est-ce qu'on vit dans votre comté un effet Mark Carney? Les libéraux qui étaient inexistants il y a encore quelques mois sont maintenant un peu partout, là, même à certains endroits, sont en tête des sondages. Comment se présente là, le Parti libéral de votre côté? Le Parti libéral, c'est un parti qui a toujours été présent ici. Il y a un bon fond. Okay. S'il va réussir à bâtir sur ce fond, ça, on va le voir. Ils ont trouvé un jeune candidat, quelqu'un de 26 ans, qui a un background intéressant, un jeune homme très intelligent, impliqué au niveau environnemental ici, qui travaille pour les régions. Lui, je lui ai demandé un peu là, comment lui il voyait, puis pourquoi s'engager auprès du Parti libéral qui chercher un autre mandat après 10 ans au pouvoir. On peut maintenant écouter Émeric Liviano du Parti libéral. Puis si je me présente, c'est parce que je crois que les jeunes ont leur place en politique
Et ce, pas seulement en tant qu'électeur, mais aussi en tant que décideur, puisque c'est nous qui portons l'avenir entre nos mains. Pourquoi le Parti libéral? Le Parti libéral, pour moi, ça a toujours été un vecteur de changement politique qui représente un peu ma valeur intrinsèque d'un progressisme modéré, centriste. Le Parti libéral propose un programme sérieux qui est centré sur les gens. On veut miser sur la classe moyenne, l'égalité des chances, un avenir durable. Sous la direction de Mark Carney, c'est important de le souligner, le Parti libéral renouvelle son approche. On veut gouverner avec de la compassion, de la rigueur et de l'ambition. Notre chef apporte une nouvelle vision moderne qui est vraiment basée sur la transparence et l'écoute. Puis comment vous êtes arrivé à devenir candidat? C'est un processus interne avec le parti, mais moi, c'est sûr que j'ai mis de l'avant que je travaille dans le monde municipal depuis que j'ai 18 ans. Je suis quelqu'un qui vient vraiment du coin. On sait qu'en région, les gens n'apprécient pas quand c'est des candidats qui sont parachutés de l'extérieur. Daniel Drolet, vous avez rencontré donc les candidats dans votre circonscription. Dites-moi, en terminant, qu'est-ce qui vous a le plus impressionné au cours de ces entrevues que vous avez menées? Bien, chaque personne a quelque chose à dire. Chaque personne parle de façon très différente. Moi, il y a une chose que la candidate du Parti populaire m'a dit que j'avais trouvé vraiment intéressant aussi. C'était la seule à le dire. Elle dit que quand elle parlait aux gens, il y en a beaucoup qui hésitent à aller voter. Qui se trouvent pas ou se voient pas dans le système politique. Alors, j'espère que ça sera pas le cas. J'espère que les gens vont aller voter. Parce que c'est leur chance démocratique de le faire. Et lundi, on va surveiller le taux de participation dans Laurentides-Labelle. Daniel Drolet, merci beaucoup. Merci à vous. Je m'entretiens maintenant avec Émilie Chouinard de la TVC de la Matapédia. On va faire le point sur la circonscription de Rimouski-la Matapédia. Émilie, bonjour. Bonjour. Émilie, il y a eu des changements dans la carte électorale, là. Parlez-nous un peu de cette circonscription de Rimouski-la Matapédia. Ben oui, en fait, on est parti de 3 circonscriptions avant, tout récemment, dans la Gaspésie, à 2. Oui. Okay. Donc, nous, on a perdu vraiment notre député, en fait, le comté de Christina Michaud, qui était une députée du Bloc, qui était la Matapédia, la Matanie métisse d'Avignon, Haute-Gaspésie, est disparue. Donc, on a un député de moins sur notre territoire. Nous, on est maintenant jumelés avec Rimouski. Okay. Donc, notre circonscription regroupe maintenant les Basques, la MRC des Basques, la MRC de la Matapédia, la MRC de la Métisse et Rimouski-Neigette. Donc, nous avons face à plein de nouveaux candidats qu'on n'avait pas l'habitude de voir habituellement puisqu'on avait une circonscription jumelée plus avec la Gaspésie avant. Bien, justement, parlons-en. Est-ce qu'on peut dire qu'il y a une campagne électorale active dans votre nouvelle circonscription? Avez-vous vu des candidats? Comment ça se déroule? Bien, tout à fait. On a eu au total 9 candidats. On s'alignait pour être 10 candidats, mais le Parti vert n'a pas présenté de candidats finalement dans notre circonscription. Okay. Donc, on a eu 9 candidats, dont 3 candidats indépendants. Qui ont attiré beaucoup l'attention, on va le dire. Okay. Puis les candidats là, libéraux, le Bloc, les conservateurs, le NPD ont des candidats, mais c'est ça. Certains n'ont pas, on ne les a pas vus, en fait. Ils n'ont pas répondu oui à notre appel quand on leur a demandé. Bien justement, parce que c'est particulier, là, parlons d'abord des candidats indépendants. Vous les avez rencontrés. Pourriez peut-être nous les présenter, mais aussi peut-être nous dire qu'est-ce qui motive un candidat indépendant à se présenter dans une circonscription comme la vôtre? Bien oui, tout à fait. C'est 3 candidats indépendants qui sont indépendants aussi de partis. Là. Ils se présentent pas ensemble. C'est pas une équipe. Okay. Quoique, ils se connaissent et ils sont amis dans la vie. Leur thème de campagne, en fait, ce qui les motive, c'est vraiment la décroissance. On sent un gros mouvement dans le Bas-Saint-Laurent, dans Rimouski surtout, puis là, ils essayent de contaminer positivement les autres MRC autour. Okay. Ça fait longtemps, le Rimouski en transition, ça fait longtemps que c'est un mouvement qui essaie de prendre de la place. Puis ces personnes-là sont émergents de ça. Donc, on a Noémie Bureau-Civil, qui est une candidate indépendante. On a aussi Raphaël Arsenault,
qui est un candidat indépendant, et Tommy Lefebvre, qui est aussi un candidat indépendant dans notre circonscription, qui sont 3 personnes qui prônent la décroissance. Donc, ils sont là pour dire que le modèle actuel ne fonctionne plus. Et je vais reprendre les mots de Raphaël Arsenault. Oui. On ne peut pas faire une croissance à l'infini dans un monde qui est fini. Donc, notre univers est fini, donc il y a une limite à croître, à la croissance. Donc, eux appellent à la décroissance, au ralentissement, au retour à la base, que ce soit les citoyens qui disent de quoi ils ont besoin et non le gouvernement qui nous dit de quoi on devrait avoir besoin. Fait que c'est ça un peu leur discours à tous les 3. Chacun a leur cheval de bataille, je dirais, dans la pensée décroationniste, on va dire ça comme ça, mais en gros, là, leur discours est commun. Outre ces candidats indépendants qui, soit dit en passant, sont très courageux, ils s'en vont vraiment là pour défendre des idées, là, puis je vous entends bien là-dessus. Vous avez également rencontré les candidats des partis conventionnels, les partis traditionnels. Parlez-nous un peu d'abord de votre candidat libéral. Oui, tout à fait. Un nouveau venu dans le monde des élections, en fait, de la politique en général. C'est l'ancien directeur général des Jardins de Métis. Pour ceux qui sont passés dans le coin de la Gaspésie, les Jardins de Métis, c'est un joyau gaspésien. Et dans le fond, c'est sa grand-mère, Elsie Rifford, qui a mis sur pied les Jardins de Métis. Donc, Alexander Rifford, un homme d'affaires qui est très impliqué dans le Bas-Saint-Laurent, dans le monde touristique. Quelqu'un qui a une tête, là. On se rend compte que lui, il a eu à négocier pendant 30 ans avec les paliers gouvernementaux. Donc, il connaît bien la machine, on va se dire ça. Et comment il explique son saut en politique? Parce que ces gens-là doivent vraiment prendre une décision d'y aller, là, comme tel. Exact. Ben, en fait, il passait le relais pour la direction générale du Jardin de Métis. Si c'est pas fait, là, ça sera annoncé dans les prochains jours qu'il prendra sa place. Et il avait envie de redonner à sa communauté, il avait envie d'être impliqué, puis il a senti l'appel des libéraux. Il a reçu l'appel des libéraux aussi. Maintenant, avec le redécoupage de votre circonscription, vous vous retrouvez avec un nouveau candidat ancien du Bloc. Pouvez-vous nous expliquer un peu comment on démêle ça? C'est ça. Donc, Maxime Blanchette-Jonca, qui était le député de Rimouski, Témiscouata, les Basques à l'époque, et qui, là, prend la place de Christina Michaud dans notre région avec la nouvelle, avec le nouveau découpage électoral. Mais juste là-dessus, Émilie, si vous permettez, Christina Michaud ne se représente pas là, dans cette élection-ci. Non, malheureusement, Christina Michaud a mis une pause à sa carrière politique parce qu'elle est nouvelle maman depuis quelques jours. Donc, voilà, Donc, c'est le député d'à côté qui se représente dans sa circonscription, mais qui inclut maintenant votre territoire. Exactement. Qu'est-ce qu'il avait à raconter, ce candidat qui débarque chez vous, pour le dire ainsi? Oui, bien c'est ça. Nous, on le connaît pas du tout, pour ainsi dire. Donc, tout est à faire pour Maxime Blanchette-Jonca dans notre MRC, en tout cas, parce qu'on le connaît pas du tout. Il a jamais été candidat. Par contre, il a été élu en 2021, si je me trompe pas. Non, un petit peu avant ça. Donc, ça faisait 6 ans qu'il était là. Donc, il y a de l'expérience. On sent qu'il y a de l'expérience, qu'il a déjà été à la Chambre des communes, qu'il a déjà... tu sais, qu'il y a un passé politique, ça paraît, là, on le sent. Mais c'est ça, nous, faut qu'on le découvre, faut qu'on... notre région, la Matapédia, c'est un bastion full pro-Bloc et pro-Parti québécois depuis... belle lurette. On a eu une petite intermède avec un député libéral qui a été là une élection, donc Rémi Massé. Puis sinon, ben, c'est Christina Michaud qui avait repris la balle au bon. Donc, selon les sondages, il semblerait que ça sera Maxime Blanchette-Jonca favorable, qu'on dit sur Québec 125. Donc, à suivre. Vous avez également rencontré des électeurs là, durant cette campagne-là. Vous avez échangé avec eux. Qu'est-ce qu'il y a comme préoccupation, puis je dirais plus locale chez vous? Est-ce qu'il y a quelque chose qui ressort d'une façon particulière? Parce que vous êtes quand même pas trop loin des lignes américaines, d'une certaine façon. Exact, c'est sûr. Je ne passerai pas sous silence qu'ici aussi, ça fait mal, les tarifs de Trump, et ça ne fait que commencer. Les entrepreneurs sont beaucoup inquiets de ça. Ce qui est ressorti aussi de notre consultation puis de nos discussions avec les candidats, c'est beaucoup la gestion de l'offre ici. On est un territoire très agricole et très forestier. Donc, ces 2 enjeux-là, qu'est-ce que vous allez faire pour que ça nous impacte pas trop les tarifs? La gestion de l'offre des produits laitiers aussi, là, c'est un très gros enjeu pour la région en ce moment.
Donc, tout est en place pour les élections chez vous la semaine prochaine. Est-ce que vous avez eu la visite des chefs? Est-ce qu'il y a des gens qui sont passés dans votre circonscription? La caravane ou les chefs? Oui, je vous écoute. On a eu l'autobus du Bloc québécois qui est arrêté à cause abscale dans la cour de Cédrico, un célèbre moulin à bois dans notre région. C'est tout. C'est le seul chef qui est venu nous voir. Alors, il n'y a pas à dire, on est en territoire bleu. À suivre lundi le 28. Émilie Fouinard, merci beaucoup pour ce tour des actualités électorales dans votre circonscription et au plaisir. Merci. Les télévisions communautaires jouent un rôle important durant cette campagne électorale, puisqu'elles permettent aux électeurs de rencontrer les candidats locaux qui sont trop souvent absents de la couverture médiatique qui est réservée aux chefs des grands partis. Ainsi, plusieurs télévisions communautaires ont organisé et diffusé des débats avec des candidats locaux, comme vient de le faire la télévision communautaire de Portneuf, CJSR, nous rapporte Zachary Marchand. En vue des élections fédérales de cette année, un débat s'est tenu à la salle du Conseil de ville de Saint-Raymond opposant 5 des 6 candidats de la région Portneuf-Jacques-Cartier. Les candidats présents sont les suivants. Il y a Simon Frenette du Parti populaire du Canada, Joël Godin du Parti conservateur du Canada, Christian Hébert du Bloc québécois, Antonin Leroux du Parti libéral du Canada et Joanne Kefelec du Parti vert du Canada. Le 6e candidat, qui n'était pas présent au débat, était Félix Couture du NPD. Au total, 6 questions ont été posées et répondues par les candidats. Après avoir eu chacun le droit de parole, une période de débat avait lieu après chaque question. L'ordre de passage des candidats a été défini au hasard et chaque prise de parole était chronométrée pour ne pas donner avantage à personne. Le débat ne pouvait pas dépasser les 2 heures et chaque candidat avait au départ une période de présentation et à la fin une période de conclusion. La première question était en lien sur l'avenir du Québec et les candidats devaient donner leur avis sur la possibilité de combiner l'Amérique du Nord en un seul pays. Voici quelques réponses dites par les candidats. Moi, j'ai une maîtrise en économie, j'ai étudié en finance. Je peux vous répondre rapidement que d'avoir une monnaie unique avec le reste du continent, c'est non. Restons maîtres chez nous. Développons notre économie ici au Canada. Nous avons le potentiel, nous avons les ressources et nous sommes capables de développer des marchés qui vont faire en sorte que l'on puisse être encore concurrentiel. Ça fait toujours drôle d'entendre autant conservateurs que libéraux nous parler de maître chez nous quand ça fait 50 ans qu'ils se battent contre le fait qu'on puisse être maître chez nous puis qu'ils choisissent la voie de la mondialisation. Moi, je ne crois pas du tout à ce type d'union. Nos économies hyper mondialisées sont devenues vulnérables et puis quand les grandes puissances éternuent, les plus petites tombent gravement malades. Nous autres, on veut un Québec fort dans un Canada uni. Un Canada qui décentralise le pouvoir vers les provinces. Dès la période de débat commencée, le candidat conservateur a directement attaqué Mark Carney du Parti libéral. En voici un extrait. Je lisais tout récemment que Mark Carney est un envoyé spécial de l'ONU pour le financement de l'action climatique. Savez-vous qu'est-ce qu'il a fait? Comme premier ministre nommé par les membres du Parti libéral du Canada, une des premières choses. Abolir la taxe sur le carbone. La deuxième question était en lien avec l'autonomie régionale et des problèmes d'accessibilité des ressources. Parmi les candidats, Joanne Kefelec du Parti vert du Canada n'a pas su donner de réponse à cette question et a préféré donner son droit de parole. En fait, excusez, je pense que je vais remettre la parole à quelqu'un d'autre parce que présentement je suis... Il n'y a pas de problème, on peut... Voici quelques segments des réponses des autres candidats. En fait, quand on parle d'autonomie, souvent on parle soit d'autonomie énergétique ou d'autonomie alimentaire. Moi, je crois qu'ici, dans le comté, on a tout ce qu'il faut pour avoir les deux. Si nos fermes tombent, ils vont tomber en domino, puis ça va être une crise alimentaire. Et de l'autre côté, c'est pas ma première campagne électorale, hein. La dernière, l'avant-dernière, j'entends tout le temps tous les candidats dans la capitale nationale, autant du Parti libéral que du Parti conservateur, nous dire hey, « moi, ma priorité, là, c'est la détresse psychologique, hein, puis la sécurité alimentaire.
Pourtant, là, c'est les deux domaines dans lesquels le fédéral a le moins investi dans les 4 dernières années. Il faut soutenir nos petites et moyennes entreprises et, entre autres, par le programme de travailleurs étrangers. Nous autres, au Parti populaire du Canada, on est le seul qui avons un cadre financier un peu plus sérieux, là. Avant de commencer à faire des promesses, des réductions, des cadeaux, des congés de TPS, la première année va être consacrée à équilibrer le budget. La troisième question était en lien sur le transport et la mobilité. Plusieurs sujets ont été abordés, mais les candidats ont préféré parler du projet du quai de Portneuf. Voici quelques extraits. J'ai une annonce à faire ce soir. J'ai parlé au maire de Portneuf hier matin et je peux vous confirmer que les contrats sont donnés pour remettre à niveau, au niveau de l'environnement, le quai de Portneuf. Parce que trop longtemps, on a voulu détruire Portneuf-Jacques-Cartier à coups de pic, à coups de pelle, en n'entretenant pas nos infrastructures. Maintenant, il est temps que ça change. M. Hébert ne veut pas de pipeline, mais il veut du fret sur le quai de Portneuf. M. Godin, c'est le contraire, des pipelines, pas de fret. Ben moi, je vous règle ça. C'est les deux. Les citoyens veulent un projet qui attirera les investissements récréo-touristiques et immobiliers. Par contre, le projet récréo-touristique sera possible seulement lorsque le quai sera cédé. Et encore sur ce dossier-là, il n'y a rien qu'à avancer. Le quai doit être cédé. Lors de la période de débat, chaque candidat, excepté celui du Parti vert, ont débattu leur idéologie sur l'avenir du quai de Portneuf. La quatrième question était en lien avec la communication et les médias. Les opinions étaient mitigées, mais la plupart semblaient vouloir appuyer les médias. Il faut bien financer Radio-Canada, il faut encourager des groupes comme TVA, parce qu'ici, nos médias, ils sont relativement sains. On aura beau chialer sur nos médias, là, mais quand on compare, les médias ici sont très sains. Les médias communautaires sont les gardiens de notre histoire locale, et il faut soutenir ces voix. Je pense que c'est très important d'avoir les médias locaux. Et la nouvelle régionale doit être maintenue. Se protéger au niveau de la désinformation également. Fait que c'est vraiment cette lutte-là qu'on doit mener, puis appuyer localement là, nos artistes puis nos médias en communication. Simon Frenette, du Parti populaire du Canada, en veut à Radio-Canada et CBC depuis que son parti n'a pas été invité au débat des chefs. Nous autres, on veut définancer Radio-Canada, on veut définancer CBC. On ne veut pas les voir disparaître. Mais là, on est rendu à l'époque où il y a énormément de médias citoyens qui font d'excellent travail. La cinquième question était en lien sur la sécurité. Le Parti libéral du Canada, le Bloc québécois et le Parti vert du Canada étaient en globalité d'accord sur les mêmes points, tandis que le Parti populaire et le Parti conservateur du Canada avaient d'autres avis. Marc Carney, au niveau de la sécurité, a décidé d'investir beaucoup au niveau des frontières. Peut-être qu'il s'est fait réveiller par Trump aussi, là, mais en tout cas, ça viendrait régler un gros problème de... Bien, peut-être pas régler, là, mais aider à régler un gros problème de trafic d'armes et de drogue aux frontières. Près de la moitié de nos gens, nos francophones ici dans Portneuf-Jacques-Cartier, même s'il y a une pénurie de main-d'œuvre jusque dans les forces canadiennes, se font refuser quand ils postulent dans les forces seulement parce qu'ils parlent français. C'est une discrimination. Pour moi, la sécurité, je pense qu'il faut se protéger là, des gros pollueurs, leur imposer une forte imposition, parce qu'ils mettent en péril notre santé. Si on veut avoir un semblant de sécurité, un sentiment de sécurité, il faut que les victimes d'agressions sexuelles se sentent protégées. Je pense que c'est important au niveau de la sécurité que tous les citoyens canadiens puissent se sentir en sécurité ici au Canada. Il faut protéger les victimes. Pour conclure le débat, la sixième et dernière question était en lien sur la pénurie de main-d'œuvre. Le candidat du Parti vert du Canada avait à nouveau donné son droit de parole aux autres candidats par manque de connaissances. Voici les derniers extraits. Les entreprises se doivent de s'automatiser, de se moderniser et non pas de faire appel à des travailleurs étrangers temporaires pour avoir de la main-d'œuvre bon marché. On a besoin
d'un allègement réglementaire, puis clairement, il y a un palier de trop, puis c'est celui fédéral. Au Canada, la seule province qui a un ministère d'immigration au niveau provincial, c'est le Québec, et ils ont le droit de bien gérer leur immigration. Ils ont été débordés par l'immigration illégale provoquée par le gouvernement libéral. Lors de la dernière prise de parole du candidat du Parti libéral du Canada, M. Leroux ne s'est pas gêné pour utiliser le slogan du Parti conservateur, ce qui a bien fait rire les autres candidats. Le plan de Carney, c'est vraiment le plan du bon sens, c'est-à-dire, je m'excuse d'utiliser votre slogan. La journée de vote se tiendra le 28 avril, mais il est tout de même possible de voter par anticipation à votre bureau de vote près de chez vous. Un reportage de Zachary Marchand, Saint-Raymond. Marie-Claire Roy de la télévision de la Haute-Gaspésie est allée visiter l'imposant chantier du musée Exploramer qui rouvrira ses portes en juin prochain, tout frais rénové. On apprend également que l'organisme souhaite toujours obtenir les fonds requis pour construire, au cours des prochaines années, un grand bassin pour les requins. C'est avec casque de sécurité et bottes capées qu'on nous a invités à venir faire le tour des rénovations et de la construction du musée Exploramer à Saint-Anne-des-Monts. Alors, on commence tout de suite. On va faire une belle visite pour vous. OK, je suis avec Sylvain Tanguay, vice-président du conseil d'administration d'Exploramer. Ça va bien, Sylvain? Oui, ça va très bien. Sylvain, aujourd'hui, on est venu faire quoi ici? En fait, on est venu visiter le chantier qui va devenir le musée rénové pour la prochaine saison estivale, donc à compter du mois de juin prochain. Puis le conseil d'administration, c'est quoi son implication au niveau d'Exploramer? Bien, le conseil d'administration, il veille à ce que le tout se progresse bien. Nous, on a la chance, Exploramer, d'avoir une équipe de direction qui est absolument exceptionnelle, avec Sandra Gauthier. Puis le conseil entérine les décisions, questionne, est vigilant sur le déploiement du musée. Puis là, on a parlé un petit peu du bassin des requins tout à l'heure. J'aimerais ça que tu me donnes un petit peu ton opinion là-dessus, de ce qui s'en vient avec le bassin. Bien, en fait, ce qui s'en vient, ce qu'on souhaite qu'il s'en vienne, c'est que rapidement, l'un et l'autre des paliers de gouvernement supportent le 3,2 millions manquant. Et c'est important aussi de mentionner que Exploramer, ce petit musée, investit dans ce projet-là tout près de 3,5 millions de dollars. Il n'y a pas d'institution muséale au Québec qui investit autant dans ses infrastructures puis dans son développement. Alors, actuellement, il manque ça, 3,2 millions, pour compléter un projet de 18 millions de dollars, un pavillon de requins qui va créer un impact, une influence extrêmement importante sur l'achalandage touristique et sur la recherche scientifique sur les requins du Saint-Laurent. Donc, pour ceux qui ont connu Exploramer dans le passé, vous vous souvenez qu'ici, c'était une boutique de souvenirs. Maintenant, en fait, comme vous savez, on est passé d'un musée qui était conçu pour accueillir 5 000 visiteurs à un musée qui en accueille aujourd'hui 32 000 et on vise le 40 000 dans les prochaines années. Donc ici, maintenant, ça devient la nouvelle billetterie du musée. Donc, on va avoir beaucoup plus de place pour que les gens puissent faire la file pour payer leur billet d'entrée. On va avoir aussi des capteurs où les gens vont pouvoir acheter leur billet à l'avance sur le web et s'enregistrer automatiquement. Le nouveau bureau des animateurs scientifiques, maintenant, ils ont un plus grand espace, beaucoup plus confortable pour faire leur travail, pour préparer les camps de jour, pour préparer les visites guidées, les excursions en mer. Donc, ils ont un espace qui a été doublé, presque triplé. C'est l'espace verrière. C'est un espace où les gens vont pouvoir venir s'asseoir, boire un café, faire une pause à travers leur visite. Donc ici, il va y avoir des petites tables, des chaises. C'est également ici qu'on va animer l'activité Oser goûter, en fait, qui fait la dégustation des produits marins du Saint-Laurent. Donc, tout cet espace-là va être vraiment un espace de pause. L'ancien restaurant devient la nouvelle boutique de souvenirs. Donc, c'est ici que va avoir lieu tout l'espace boutique avec l'espace café là. Donc, tout va être arrimé, l'espace pause là-bas. Ici aussi, vous voyez, il y a comme un trou là qui nous... Là, on voit pas derrière la porte, mais si vous allez voir tout à l'heure derrière, vous allez voir que c'est l'arrimage qui va se faire entre le pavillon des requins,
et l'entrée. Donc, quand les gens vont sortir du pavillon des requins, ils vont tout de suite entrer dans la boutique de souvenirs. Donc, on le sait, la boutique dans un musée, c'est un élément important. Donc, c'est par là que les gens vont arriver du pavillon. Le musée avait été conçu pour 5 000 visiteurs. On est à 32 000. À l'époque, on était une douzaine d'employés. On est rendu 30 employés à Exploramer. Donc, il faut les mettre quelque part, ces employés-là. Donc, il y a aussi une zone administrative pour les employés qui a été rajoutée pour faire en sorte qu'on n'éparpille pas nos équipes, mais qu'on puisse travailler de façon plus efficiente. Il y avait une mini-salle de documentation et un bureau où il y avait 3 personnes. Ça devient une salle de réunion qui va être aussi la salle de lunch de l'équipe, ce qu'on n'avait pas avant. Les gens devaient aller manger dehors, absolument. Donc, ici, on avait 2 bureaux. Selon ce qu'on voit, les lignes au sol, là, la ligne plus pâle, c'est un ancien mur. Donc, on a rallonger l'espace pour pouvoir ramener dans un espace de travail commun tous les employés ici. Donc ici, dans cette zone-là, on va avoir 10 employés qui vont être installés là. Donc c'est ça, c'est un revêtement extérieur qui reprend un peu le motif des cailles de poissons. Donc on a voulu s'inspirer des autres aquariums à travers le monde qui avaient souvent ce genre de revêtement-là. Donc on a dû, pour des raisons de code du bâtiment, dire adieu au bois. Hein? Notre bâtiment était en bois depuis très longtemps. Fait que là, on y va avec un visuel que moi, je trouve particulièrement beau. Première livraison, ça va être les salles d'exposition. Donc, la salle d'expo permanente, donc qui est la salle des aquariums. Et les 2 salles d'exposition temporaires, incluant celle de Pêche Océan Canada sur les zones de refuge. Donc, ça, c'est le 2 mai qu'on va prendre possession de ces zones-là. Et dans la semaine qui suit, on va prendre possession de tout l'espace toilette, café, boutique, agora. C'est là où on va prendre possession, installer tous les équipements. Puis, en dernier, à la toute fin du mois de mai, début juin, on va pouvoir prendre possession des bureaux et de la billetterie. On va faire une inauguration, notamment pour les nouvelles expositions aussi. Donc, on va en profiter pour tout faire en même temps. Ouais. Le coût total? La rénovation ici, c'est 8 millions de dollars. Est-ce qu'il y a eu des dépassements? Non. L'argent vient de? Ministère de la Culture et des Communications du Québec, Patrimoine Canada, la Ville de Sainte-Anne-des-Monts et la MRC de la Haute-Gaspésie. Là, tu as parlé du pavillon des requins. Ça en est rendu où, le dossier? Le dossier du pavillon des requins, en fait, je ne sais pas qui c'est quoi, là, mais si je refais une petite mise à niveau d'informations pour tout le monde, c'est un projet qui cumule maintenant presque 18 millions de dollars. On a réussi à trouver 15 millions. Il nous manque 3,2 millions de dollars pour pouvoir débuter la construction. Au moment où on se parle, tous les plans d'architecture, tous les plans d'ingénierie, les mécaniques de procédés de l'aquarium des requins, tout ça sont terminés. Les scénarios d'exposition de Moment Factory et de l'exposition pour enfants de Patrice Michaud sont terminés. Donc, on est vraiment rendu à l'étape de la construction. On a proposé au gouvernement, aux 2 paliers de gouvernement, différents scénarios pour nous permettre d'enclencher le plus rapidement possible la construction du pavillon, mais au moment où on se parle, on est toujours en attente d'une réponse. Donc, on a des plans A, des plans B, on a fait des scénarios financiers pour chacun, on a fait des plans de travail de construction pour chacun des scénarios, mais c'est ça. Donc, au moment où on se parle, on est toujours en attente d'une réponse. On espère sincèrement pouvoir rencontrer la ministre régionale dans les prochains jours pour pouvoir statuer sur la suite du projet. Nous, Exploramer, on a rajouté nous-mêmes de notre poche 1,6 million. Donc, on est un petit musée, un petit OBNL qui met pratiquement 3,5 millions de dollars dans un projet. Donc, c'est pratiquement du jamais vu, là, un montant de cette ampleur-là pour une institution de notre acabit. Si vous vous souvenez, il y a 10 ans, où est-ce qu'on était? C'est ça. Il y a 10 ans, on se relevait d'un incendie au moment où on se parle. Nous, nos devoirs sont faits. On a même fait plus de scénarios qui avaient été demandés. Là, on est vraiment en attente de s'asseoir avec la ministre régionale, le député, pour pouvoir trouver des solutions. On a déjà investi beaucoup d'argent dans ce projet-là. Plusieurs millions déjà ont été payés aux architectes, aux ingénieurs, aux firmes de muséologie.
On ne peut pas se permettre de reculer au moment où on en est. On peut se permettre de phaser, si c'est ça qui est la solution, mais on ne peut pas se permettre de reculer. Donc, il faut juste qu'on ait un signal clair des gouvernements pour savoir quel scénario on enclenche. Et on le sait, pour l'été 2025, en fait, on a dû, parce qu'on n'a pas le pavillon des requins, puis vous avez vu, là, on a agrandi les salles de bain, on a fait une salle d'allaitement. Donc, il y a des espaces qui ont été supprimés, notamment l'espace pour les enfants du camp de jour, pour l'accueil des groupes, etc. Donc, il y a des services qu'on va devoir couper en 2025, donc des revenus qu'on doit couper en 2025. On le savait, on a accepté ça, mais on ne peut pas se permettre de perpétuer ce manque à gagner-là sur les prochaines années. C'est pour ça qu'il faut commencer le projet maintenant. Jean-Denis Laperrière de la télévision du Rocher-Percé nous explique comment l'École des pêches et de l'aquaculture du Québec suscite l'intérêt scientifique des jeunes en enseignant l'aquaponie. Depuis quelques années, sous le nom PromoSciences, l'École des pêches et de l'aquaculture du Québec, en partenariat avec des écoles de la région, ont installé des systèmes aquaponiques dans certaines classes pour initier les jeunes à la science. Cette année, l'EPAC a été à l'École Bon Pasteur de Grande-Rivière et a installé un bassin dans une classe et 2 grandes catégories d'activités ont été créées afin de proposer une variété d'expériences accessibles et adaptées aux différents niveaux scolaires. Une façon originale de développer une meilleure compréhension de certaines notions scientifiques grâce à un système aquaponique. Les élèves et le personnel enseignant de l'école ont grandement apprécié les ateliers. On discute du projet avec l'enseignant-chercheur Pierre-Olivier Fontaine ainsi qu'un des étudiants qui a participé au projet, Rosny Magnol. Le projet l'EPAC dans ta classe, c'est l'installation d'un système d'aquaponie. Mais ça remonte quand même à quelques années. Faites-moi un rappel de ce que c'est l'aquaponie. Oui, exact. Bonne mémoire. Ça fait en fait depuis 4 ans qu'on a débuté le projet. On s'était déjà rencontrés à ce sujet par le passé. On a débuté le tout il y a 4 ans avec l'école secondaire du littoral à Grande-Rivière. C'était dans notre cours, des personnes avec qui on collaborait souvent. Puis on avait commencé projet pilote d'1 an où est-ce qu'on avait construit un système aquaponique sur mesure avec les étudiants. Les étudiants se sont occupés des entretiens, des routines durant l'année. Puis on avait créé à l'époque des ateliers scientifiques sur mesure là, pour les cours de secondaire 5. L'année d'après, on a évolué, on a élargi un peu avec les secondaires 3. Et puis, dès l'année 3, on a ajouté une 2e école qui était l'école secondaire de Chandler, Monseigneur-Sévigny, qu'on était dans la classe à ce moment-là de Patrick. Et puis, finalement, la nouvelle addition cette année, où est-ce qu'on élargit vraiment le bassin là, des étudiants là, qui viennent participer au projet, on est maintenant à l'école primaire là, de Grande-Rivière, ce qui nous permet de faire rayonner puis faire des éveils aux sciences là, avec l'aquaponie de la première année du primaire maintenant jusqu'en 5e secondaire. Comment le personnel de l'école, direction, professeurs, ont accueilli l'idée d'avoir ce système-là dans leur classe? Ah, vraiment, on a été super accueillis. Ça a été le cas. On a été très chanceux, là, les 3 écoles. En fait, tout le temps eu une grande collaboration, à la fois des techniciens, des enseignants et puis de la direction. Au primaire, un peu la même histoire. On a débuté là, en contact avec les enseignants. À l'époque avec Peggy-Anne et puis aussi Sarah. Et puis ensuite, c'est ajouté là, dans la discussion la direction et rapidement, là, on a réussi là, à former un projet qui ressemblait à l'école et puis qui allait vraiment interpeller les étudiants d'âge primaire. Donc, dans cette collaboration-là, il y a aussi des étudiants de l'École des pêches qui ont embarqué. Exact. Et puis, j'ai la chance avec moi aujourd'hui d'avoir Rosny, qui est un de nos 3 étudiants cette année. D'ailleurs, on avait débuté avec un seul étudiant à l'époque et maintenant, on a 3 étudiants à l'année longue sur le projet. Je vais laisser Rosny se présenter. C'est un nouvel étudiant à l'EPAC. Il est à sa première année sur 3, donc peut-être qu'on va réussir à le garder là, pour ces 3 années au sein du projet. Donc, toi, c'est pourquoi tu as décidé d'embarquer dans ce projet-là, de pouvoir amener la science aquaponique à l'école primaire? OK. Déjà par l'affiche, parce que l'affiche transmettait un beau message, c'est-à-dire la vulgarisation et aussi le partage de certaines connaissances scientifiques. Ça fait que j'ai été captivé déjà par ça.
et par la connexion avec les enfants. Transmettre plutôt est quelque chose de plus beau parce que ça fait en sorte que ça reste plus longtemps. Ça fait que le projet m'a plutôt séduit dès la base. Donc c'est pour ça que j'ai décidé d'embarquer et peut-être bien je serai là pour les 2 autres années. Tu t'occupais de quoi dans le projet? Dans le projet, je m'occupe des routines, aussi de la fabrication des systèmes, en fait. Parce que le système se déroule dans un aquarium fabriqué entièrement ici. Et puis, tout le système entièrement, tout, et puis les routines aussi, je les fais. Donc, c'est un peu globalement ce que je fais. Et aussi, par rapport aux ateliers, il y a des ateliers scientifiques dont on va à la rencontre des étudiants. Et puis, on les parle de certains projets qui ont trait à l'aquaponie. Donc, je participe en gros à tout ce qui englobe le projet, on va dire, surtout dans la pratique. On voit un certain plaisir de connaître. Ça, c'est à chaque fois qu'on finissait un atelier, il y avait le sourire qui se faisait ressentir, des questions qui fusaient en fait. Ça fait que on se rend compte à quel point ils sont curieux d'apprendre de ce qu'on fait là. Donc, la première réaction était cette joie qu'on transmettait. Ça fait que moi, ça me rendait encore plus heureux, quoi. Vous écoutez votre reflet d'ici. Revoyez tous nos reportages sur notre site Internet. Pour la 16e édition du Festif, une centaine d'artistes se produiront sur 38 scènes durant 3 jours du 17 au 20 juillet prochain. Mathieu Larivière de TVCO était au lancement de cette programmation éclatée et éclatante. Le Festif de Baie-Saint-Paul a récemment lancé sa programmation artistique pour sa 16e édition. Mais d'avoir Voivode dans un pit à sable avec des carcasses de chars, du feu, à minuit, ça va être légendaire, vraiment. Plus d'une centaine d'artistes performeront sur les 38 scènes du festival qui se déroulera du 17 au 20 juillet 2025. Clément Turgeon-Thériault indique que le dévoilement des spectacles se veut le résultat d'un travail de longue haleine. On assiste à beaucoup de travail là, dans les 8-9 derniers mois. Bien, je dis ça, puis c'est même, ça peut se compter en année, parce que tu sais, des artistes, on réessaye à chaque année, puis à un moment donné, ça marche. Fait que tu sais, il y en a là-dedans que c'est du travail qui a commencé il y a 5-6 ans. Fait que c'est toujours, même si ça fait 16 ans, c'est toujours enivrant. Ma voix en témoigne, là, c'est comme une chute de pression là, que je vis présentement, mais on a déjà eu les bons commentaires, puis je pense que les gens nous font confiance aussi quand je présente ça. Le directeur général et artistique révèle quelques coups de cœur personnels de cette 16e édition. Apache Brass Orchestra, ça, c'est un musicien électronique belge qui s'est mis avec 10 musiciens issus du classique. C'est un show électro-classique, mais comme vous avez jamais vu, là, c'est vraiment assez exceptionnel. D'avoir aussi des monuments de la chanson d'ici qu'on n'avait pas eu l'occasion. Paul Piché, Pierre Flynn qui vient à Quatuor à cordes. Ça, c'est vraiment le fun. La soirée, Ariane Moffat, Marie-Pierre Arthur, Claude Pelgag, de donner cette place-là. On parle souvent de la place des femmes en musique, la parité, bien, de dire, nous autres, notre scène principale, on l'a dédiée à ces artistes-là qui sont incroyables. Puis la liste est longue. Dans l'international, il y en a beaucoup que moi. Ça fait des années là, que je travaillais, que je suis content d'avoir. Donc, voilà, il y en a pour tous les goûts. Quelques participants à la soirée se sont dit ravis de la programmation annoncée. Très content. C'est difficile de ne pas être content parce que, tu sais, à chaque fois, ils essayent de nous impressionner en même temps, de mettre des noms connus comme Pierre Flynn, puis Paul Piché, puis Claude Pelgag, mais en même temps, ils nous amènent des noms qu'on n'a jamais entendu parler. J'ai manqué aucune édition, donc je suis très content. Puis je fais partie de la programmation depuis quelques années, donc je suis comblé ce soir. Moi, j'ai trouvé ça très intéressant. C'est surtout très diversifié. Ça peut atteindre, tout le monde va en avoir pour... il y en a pour tous les goûts, en fin de compte. N'importe qui va venir au festif pendant 3 jours va pouvoir profiter, faire des découvertes musicales, avoir des artistes qu'il connaît peu, qu'il connaît beaucoup. Fait que moi, je trouve qu'on a un éventail varié, très diversifié, culturellement aussi. Un
Un résident de la région qui assiste depuis les tout débuts au festif de Baie-Saint-Paul indique avoir observé une évolution positive des artistes au fil des années. Je pense que l'international a pris beaucoup de place. Je pense que là, on entend la Pologne, on entend l'Ukraine, la Russie. On entend plein de lieux qu'au début, on n'aurait pas pensé d'entendre. Je pense que c'est beaucoup les artistes internationaux. Puis je pense qu'entre eux, les artistes, ben, ça se parle. Parce que des festifs comme à Baie-Saint-Paul, ben, il y en a plein de festivals, mais le festif, je pense qu'il est unique pour ça. Mélange international, local. Malgré le record d'affluence qu'a connu le festif au cours de sa dernière édition, Clément Turgeon-Thériault ne vise pas à faire exploser ce nombre cette année. On vise de la même chose. Idéalement, nous autres, on ne met pas plus de billets en vente. Donc après ça, c'est sûr, ça va être de contrôler le volume de gens qui viennent pour la vibe. C'est ça le problème, c'est que Baie-Saint-Paul, c'est beau. Puis c'est le fun, même si tu n'as pas de billets. Fait que c'est là que... Mais maintenant, on a des rencontres avec la ville. Puis le but, c'est qu'il n'y ait pas plus de monde, mais on se prépare comme ça, on en avait plus, parce que le but, c'est pas d'être pris par surprise. Donc, on va avoir plus de stationnement, plus d'espace de camping. Donc, on s'organise mieux pour être sûr que la logistique sur le terrain fonctionne. Le directeur général estime qu'au-delà des retombées économiques directes, le festif se veut une vitrine élargie pour la région de Charlevoix. Bien, c'est plusieurs millions en retombées économiques. Déjà, juste nous, le budget qui est injecté, finalement, un budget d'opération, c'est 4,5 millions. Donc ça, c'est de l'argent qui est amené dans la région. Puis là-dessus, bien, là, après ça, on génère beaucoup de retombées. Moi, j'ai de la misère avec les retombées économiques, puisque je pense aussi c'est global, c'est les retombées touristiques, les retombées médiatiques, la nouvelle clientèle qui découvre Baie-Saint-Paul pendant le festif, que ça, c'est des retombées à long terme qui sont inestimables. Plus de 45 % de la programmation du festival sera de nouveau gratuite cette année. Pour connaître davantage d'informations sur l'événement, la population est invitée à consulter le site web du festival. Danny Bérubé de CTB-TV était au gala soulignant le 40e anniversaire du club de patinage artistique de Brandon et il a profité de l'occasion pour parler avec certaines participantes. On écoute son reportage. Dans le cadre des festivités du 200e anniversaire de la municipalité de Saint-Gabriel de Brandon, le club de patinage Brandon a marqué son 40e anniversaire avec une revue sur glace grandiose. Plus de 80 patineuses et patineurs de tous âges ont ébloui des centaines de spectateurs lors de 2 représentations captivantes. Le public a pu admirer des performances variées et originales, allant des plus jeunes talents aux anciens membres du club, tous désireux de partager leur passion. Un moment particulièrement apprécié fut un aperçu de la comédie musicale La Belle et la Bête, interprétée avec grâce par les patineurs.
Après le spectacle, j'ai eu le plaisir de rencontrer la présidente du club de patinage Brandon, la jeune patineuse Maëlie et Julie, entraîneuse dévouée au club depuis plus de 25 ans. Ils ont partagé leur enthousiasme et leurs impressions sur cette célébration mémorable. Jennifer Allard, qui est présidente du club de patinage de Brandon, bonjour. Bonjour, bonjour. Jennifer, c'est le 40e aujourd'hui. On fête le 40e. Ça fait déjà 40 ans que ça existe ici? Oui, depuis 1984. 1984 qu'existe un club de patinage. Oui. Et aujourd'hui, on fêtait le 40e anniversaire avec un superbe spectacle. Combien il y avait à peu près de patineurs sur la glace aujourd'hui? Bien, dans le club, il y a 84 patineurs d'inscrits, mais ce soir, avec les anciens patineurs, les gars qui ont accompagné pour la valse, on a à peu près 100 patineurs. 100 patineurs? Sur la glace. Ce soir? Oui. Toi, tu es présidente du club. Ça fait quoi, combien d'années que tu fais ça? Ça fait 9 ans que je suis présidente. 9 ans, Ça fait 10 ans que je suis impliquée dans le club de patinage artistique. Puis on a un beau comité, là. On a 8 bénévoles qui s'impliquent beaucoup pour tous ces jeunes patineurs-là. Fait qu'aujourd'hui, ce qu'on a vu, est-ce que ce sont tous des patineurs-patineuses du club ici ou il y en avait de l'extérieur? Bien, c'est tous des patineurs du club, mais comme je disais tantôt, il y a les gars qui se sont joints aux filles pour faire la valse, puis il y a les anciens patineurs qui ont été là dans les 40 dernières années. Super beau spectacle. Et justement, on a une des patineuses à côté, puis je pense, si je ne me trompe pas, c'est votre fille. Oui. Son nom, c'est Maëlie Piette. Maëlie Piette, merci. Excuse, Maëlie, ça fait combien d'années que tu fais le patinage artistique? Ça fait 10 ans que je patine. Ça fait 10 ans que tu patines. Est-ce que tu passes beaucoup d'heures par semaine pour des pratiques? Oui, beaucoup. Combien à peu près? Dis-nous ça. 7-8 heures, je crois. 7-8 heures par semaine en pratique? Puis aujourd'hui, comment tu as trouvé l'expérience? C'était le fun? Ah oui, vraiment, j'adore vraiment ça. Mais j'imagine que tu n'es pas à tes premières présentations comme ça, là. Non, ça fait 10 ans que je fais des présentations comme ça. Est-ce que tu fais aussi des concours? Je fais des compétitions de patinage artistique. J'en fais 4 au moins dans l'année. OK. Puis là, j'ai entendu dire que ça se peut-tu que tu es allé dernièrement c'est-tu au provincial? Au provinciaux, oui. Est-ce que tu as gagné quelque chose? As-tu gagné une médaille? Non, j'ai fini 34e. Sur combien? 57. 56, wow, quand même, c'est très, très bon. Bien, félicitations, puis on te dit tu vas continuer ça longtemps, j'espère. Oui, vraiment. C'est un beau sport. Oui. Félicitations à toi, puis merci pour le show. Je vais aller voir ta collègue ici, qui est juste à côté, qu'on reconnaît. Hein? C'est Julie. Julie qui travaille pour la ville de Saint-Gabriel-de-Brandon. La municipalité, oui. La municipalité, en effet. Julie, toi, tu t'occupes des sports? Oui, au loisir, oui. Puis, qu'est-ce que tu faisais de bon ici aujourd'hui, là? Aujourd'hui, ça faisait 40 ans que j'étais membre du club de patinage artistique et aussi, maintenant, ça fait 27 ans que je suis entraîneur professionnel aussi en patinage artistique. Ça fait 40 ans, toi, que tu es ici au club? Oui, j'ai donné mes premiers coups de patin en 84. Wow! Puis aujourd'hui, tu es entraîneuse? Et oui, depuis 27 ans. As-tu beaucoup d'élèves? Fais-tu ça régulièrement? C'est à toutes les semaines, j'imagine? C'est à toutes les semaines. Je fais ça dans 3 clubs, donc c'est ça. C'est dur à dire parce que je fais ça je fais ça par passion, premièrement, puis je fais ça à travers mon travail aussi. Donc, ça peut être un 20 à 25 heures par semaine d'enseignement que je donne. Ouais. Wow, c'est quand même beaucoup en plus de son travail. Oui, mais on compte pas quand on est passionné, donc on le fait. Effectivement. Le 40e qu'on fête aujourd'hui fait aussi partie du 200e de la municipalité, n'est-ce pas? Oui, ça joint les festivités du 200e. Fait que Julie, on peut souhaiter encore au moins un autre 40 ans au club, hein? Minimum, mais j'aimerais ça être assis dans les estrades dans 40 ans. Oh, ben moi, je peux te garantir qu'une personne qui est passionnée comme toi, je suis pas sûr que tu vas rester dans les estrades. Ben là, faudrait. Merci beaucoup, Julie. Ça fait plaisir. C'est tout pour le Bulletin des régions cette semaine. J'espère que cela vous a plu. Je remercie toutes les stations de télévision participantes et je vous dis à bientôt.